Adrien Tchobakou, bonjour. Bonjour Ahmed Haripa, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de DN TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir amené avec vous dans votre sacoche ou je ne sais quoi, votre vis-à-vis du jour. Maurice Yagua. Maurice, bonjour. C'est une surprise. Bonjour Ahmed Haripa, bonjour Adrien Tchobakou. Bonjour bonjour Maurice. aux téléspectateurs qui nous suivent chez eux partout dans le Bénin. Bienvenue Maurice. Merci. Que nouveau c'est honneur ce matin, Mais je ne sais pas, je me suis retrouvé ici ce matin. n'est-ce pas? Ouais. Avec le chapeau. Ouais. Allez, on démarre par le quotidien Fraternité. Rondité, talent, évidemment le quotidien on parle. Le quotidien parle aussi des réformes annoncées dans le secteur des médias. Le CNPA et l'UPMB exposent leurs préoccupations à Moretti. Adrien Tchobakou. Oui, il faut dire que, vous savez, il y a un mois et demi, le chef de l'État a demandé à ce que les professionnels des médias fassent des propositions pour que leurs conditions de vie soient améliorées. C'est dans ce cadre que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a entamé des consultations. Et des courriers ont été envoyés à des experts en management et en communication, aux fertiers, aux responsables des professionnels des médias du Bénin, aux patrons de presse. Et c'est à cet effet qu'un travail de fourmi a été fait par les associations fertières. Je veux parler du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, de même que l'Union des professionnels des médias du Bénin. Le travail, une fois achevé, il est quand même bien que ces deux associations fertières se retrouvent pour qu'ensemble, ils puissent remettre ce dossier qui est bien fourni et à la haute autorité, afin qu'une étude approfondie soit faite pour que nous ayons quelque chose de très bon. Et vous savez, le contenu est très bien fourni. Vous n'êtes pas sans savoir que nombreux sont ces journalistes. Vous l'avez vu vraisemblablement, vous en avez pris connaissance. Oui, j'ai pris part aux à des propositions, pas directement aux travaux, parce que j'ai fait des propositions. Vous me connaissez bien que sur ce point, je ne lésine pas, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Si des journalistes sont nombreux aujourd'hui à être malades, des journalistes, il faut avoir le courage de le dire, ils sont nombreux en train de souffrir actuellement de l'hépatite A, B, C, D, de la tuberculose, de l'insuffisance rénale, et tout ça, c'est sans prise en charge, sans moyens. Nous n'avons pas... Tension artérielle. Oui, beaucoup de maladies, nous souffrons beaucoup de maux, et nous n'avons pas le minimum pour nous faire soigner. Le salaire... C'est dérisoire. C'est dérisoire, complètement dérisoire. Depuis que Patrice Talon a pris les rênes de ce pouvoir, ça fait 7 ans déjà, la presse n'a plus bénéficié de l'aide de l'État à la presse. La presse privée. À la presse privée. À la presse privée, et le service public en jouit. Et puis bon, c'est le service public. Donc, vous savez, nous, journalistes du secteur privé, nous souffrons. Et la souffrance est énorme et il est quand même bien. Ça se voit, ça se lit sur votre visage. Tu as vu comment j'ai le visage ripou, non? Donc, il est quand même bien que nous fassions des propositions concrètes afin que nous nous rendons plus ou moins forts. Évidemment, la première solution que nous avons proposée, c'est de dépénaliser complètement notre profession. Il faut que la dépénalisation de la presse soit effectivement une réalité. On ne veut plus entendre parler des interpellations arbitraires des journalistes, des arrestations à gauche, à droite. Non, nous disons non et non. Puisque, vous savez, quand tu es libre de tes mouvements, tu pourras beaucoup faire. Tu pourras beaucoup apporter à ta nation. Tu pourras mieux t'occuper de ton pays. Nous pensons que... Vous n'êtes pas sans savoir que trop de liberté également peut créer beaucoup de problèmes. Vous savez... On a tôt fait de franchir la barrière du libertinage. Écoutez, quand nous prenons le code de déontologie de la presse aujourd'hui, le code a déjà tout défini. Quand vous prenez ce code, il y a déjà la dépénalisation. C'est en réalité le code du numérique qui est imposé, qui s'applique aux journalistes, qui pose problème. De plus en plus. Oui, c'est ça. Donc, nous avons suggéré, on a souhaité qu'on applique strictement et seulement le code de la déontologie de l'éthique dans les médias aux professionnels des médias et non le code du numérique. Évidemment, dans l'exercice de leurs fonctions. Donc,
il y a beaucoup de choses que nous rendons la carte de presse plus forte, que la carte de presse nous sert désormais une mutuelle de santé. Par exemple. C'est très important parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin qu'on nous accompagne. Nous n'allons pas attendre l'aide de l'État à la presse. Mais il faut que, par exemple, les entreprises de presse ne soient plus sujettes à au même degré d'imposition que les autres entreprises. D'entreprise. En fait, ce que nous vendons ici, c'est ce que tout le monde entend, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas de la quincaillerie, ce n'est pas des bétons que nous vendons au marché. Donc, nous, en réalité, nous, responsables d'entreprises de presse, il faut qu'on nous allège la fiscalité. Donc, il y a autant de propositions. Il y a autant de propositions que je pense quand même que les responsables de la RAC vont prendre en compte pour pouvoir faire des propositions concrètes au chef de l'État. Maury Agua, un mot sur le sujet. Oui, je pense quand même que en la matière, il est important que des réformes soient effectuées dans le domaine et également qu'on insiste sur ce que doit gagner le journaliste et ses avantages. Et donc, je pense quand même que j'espère qu'il y aura une grille salariale en bonne et due forme qui sera définie et que les journalistes pourront donc jouir de la profession, que ce soit journaliste, que ce soit cadreur, que ce soit réalisateur, tous ceux-là. On doit pouvoir redéfinir un peu la grille salariale en fonction de leur diplôme, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, plus 5, et pouvoir donc les reloger comme cela se doit pour qu'ils puissent vivre de ce métier-là, parce que c'est un métier à risque, qu'on le veuille ou non, parce que juste en vous exprimant, vous pouvez être assigné, votre organe peut être assigné, vous-même vous pouvez être assigné pour répondre devant la justice ou devant l'ODEM ou autre. Donc je pense quand même qu'il va falloir mettre des garde-fous et également revoir un peu en ce qui concerne le code du numérique ou le code de la déontologie, qu'est-ce qu'il faut appliquer aux journalistes. Et je pense quand même que ce que Tchoumakou dit est pertinent, mais avec aujourd'hui tout ce qui est médias numériques et tout, faut-il appliquer le code de la déontologie aux médias qui sont en ligne ou le code du numérique? Parce qu'il y a des journalistes qui travaillent en ligne avec des télévisions numériques et tout cela. Ils sont journalistes. Et donc, faut-il les considérer comme journalistes entièrement à part pour leur appliquer à eux le code du numérique et aux autres qui ne sont pas qui ne travaillent pas dans les médias en ligne. Dans un contexte, il faut d'ailleurs rappeler, je ne vous coupe pas, Maury Agua, qu'aujourd'hui, tout média classique que nous sommes, eh bien, nous intervenons tous sur les réseaux sociaux, sur le numérique. Effectivement, mais il y a des médias qui uniquement n'interviennent qu'en ligne. Donc, c'est de cela que je parle. Merci d'avoir rappelé ce point-là. Oui, très rapidement, je voudrais préciser que en tant que consultant, puisque j'ai participé, j'ai fait mes propositions. La proposition, oui. Vous savez, les médias, tous les médias qui sont enregistrés, normalement, on doit leur appliquer le code de l'information et de la communication. Parce que dans l'information, il y a même le numérique. Mais on ne doit pas leur adapter directement, appliquer le code du numérique. Parce que, vous savez... Mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Oui, c'est ce qui se fait de plus en plus, malheureusement. Et parce qu'on sait qu'avec le code du numérique, le journaliste peut très rapidement se retrouver en prison. Avec le code du numérique, le premier responsable de l'OCRC ou la police en général, il lui est loisible, permis d'aller chercher le journaliste comme un gangster. La loi lui donne cette prérogative. La loi donne cette prérogative aux policiers d'aller arrêter les journalistes comme ils veulent, avec le code du numérique. Or, avec le code de l'information et de la communication, le journaliste a fait directement avec le procureur de la République. Et c'est une citation directe ou une, comment on appelle, une assignation. Donc,
vous avez affaire directement avec les autorités judiciaires. On ne peut pas vous arrêter, vous interpeller, vous garder à vue pendant 2-3 jours. On va vous malmener. Le procureur vous donne le temps de réunir vos preuves et de venir les exhiber. Assignation à comparaître. C'est ça, et de venir comparaître. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, nous souhaitons que le gouvernement nous aide, nous accompagne. Nous ne voulons plus entendre des interpellations des journalistes. On ne dit pas qu'on ne va pas poursuivre les journalistes pour diffamation, mais qu'on nous applique strictement le code de l'information et de la communication. De l'autre côté, Maurice l'a abordé tout à l'heure, c'est très capital. Nous, journalistes, nous gagnons combien comme salaire, comme revenu? La question, C'est justement, ça. des salaires. Il faut que nous vivons de notre métier. Puisque le chef de l'État même a parlé d'une vie Des décente conditions de vie, justement. des journalistes. des Donc journalistes. ça veut dire que Patrice Talon, Par contre, j'ai une inquiétude parce que lorsque on veut faire cette réforme et on associe les patrons de presse, c'est une inquiétude. Oui. Je me dis, les patrons de presse voudront tirer le drap de leur cette côté dans leur proposition a été faite. proposition. Nous avons, En fait, nous a- Et les Oui. journalistes Très bien. voudront Oui. aussi tirer le drap de leur côté. Moi, Bien je sûr. pense quand même que Bien sûr. je Ouais. suis un peu inquiet. Oui. D'abord, Mais- il est mais fait, il vous est êtes fait d'avis? obligation aux Vous êtes chefs d'avis? d'entreprise Oui. de presse Oui. de déclarer désormais tous les professionnels Tous ces des médias du employés. Bénin, Voilà, les voilà. employés. Voilà. Ça, c'est une obligation. Et je Vous savez pense que ça, c'est on déjà un peut grand faire- pas. on ne peut faire doit ce- nous déclarer tous. Mhm. Secondo, c'est quoi? C'est que les salaires, comme il a dit, Oui, il on faut- a fait des tableaux, Il faut il qu'une y a des grille, grilles. voilà, soit établie Et et si soit ce n'est pas respectée. respecté, nous sommes tous des responsables. Et c'est ce que je dis souvent. Aller porter plainte comme X, Y, ça ne vient encore rien dire. Toi, journaliste, tu peux te lever en tant que même graphiste ou technicien ou réalisateur, aller porter plainte contre ton patron. Et dire que non, selon la grille et selon le diplôme obtenu, c'est ce salaire que je dois gagner. Donc, il faut que la convention collective qui est déjà désuète soit soit révisée, mise à jour. réaménagée pour que nous ayons un salaire plus ou moins consistant. Parce Non, que qu'on ne veuille pas Convention aujourd'hui, qui n'a jamais été appliquée. vous voyez ce qui se passe Oui. où le chef de l'État a bien fait d'augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État. Et malheureusement, moi je l'ai dit, je le dis toujours, les journalistes, les professionnels des médias et les responsables de l'audiovisuel, du service public, je vais parler de ceux de l'ORTB, la radio comme la télévision, ne jouissent pas eux de cette augmentation. C'est sur salaire. Donc, il faut il faut que très rapidement la HAC achemine nos propositions Vers, afin le que chef de de façon collective, tous les journalistes du Bénin soient au même niveau de grille salariale. D'accord. Sur la question de l'association ou de la mise à contribution du patronat de la presse, cela s'entend tout à fait normalement, Moriagua, sachant que ces réformes annoncées visent justement à refondre d'une certaine manière l'entreprise de presse au Bénin de manière générale, ce qui ne peut se faire sans les patrons de presse. Oui, je suis Donc d'accord. on ne peut pas ne pas les associer. Je suis d'accord Voilà. avec vous, mais oui, on doit les associer. Il faut revoir le modèle économique. Il faut revoir le modèle économique, par exemple, de nos organes de presse, de nos entreprises de je presse. suis patron de presse. Je sais combien je sais, combien je gagne, combien Bien me sûr. rapporte mon entreprise. Et si on veut faire des réformes qui vont amener à vont ce que je m'asphyxier. sois asphyxié Financièrement, évidemment. je ne pourrai pas donc encourager cela. Donc parfois, les patrons de presse, peut-être certains ont bien envie de payer correctement les journalistes, les employés, mais ils n'en ont pas véritablement les moyens. Parce qu'il faut s'interroger combien rapportent les organes de presse. Il faut, comme je C'est le pour cela qu'on parle de la refonte, justement, comme donc, je du modèle blague en le économique. disant, il faut manger et pouvoir être capable de passer la main sur le ventre, avant de créer un organe de presse. Donc, je pense quand même que c'est une manière d'aider également les jeunes à avoir de l'emploi. Mais pour finir. Oui, sur la question. Pour finir. L'idéal, c'est que nous évoluions vers des groupes de presse. C'est ça.
vers des entreprises de presse, qu'on ne parle plus d'organes de presse. Et nous avons aussi fait cette proposition. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 150 organes de presse au Bénin. Au Bénin. La presse écrite, c'est trop. Ça fait plus de 150. Presse écrite seule. Je ne parle Presse pas écrite seule, en fait, d'accord. Vous voyez? Je ne parle pas de la radio, de la télévision. Oh, vous allez au Sénégal. La télévision, on peut nous compter au bout des doigts. Oui, écoutez, la presse écrite Mais la seule, radio, par contre, il y en a beaucoup. la presse écrite seule au Bénin, ça dépasse 150. Or, au Sénégal, tout près, on peut les compter au bout des doigts. Ça ne dépasse pas 10. Vous voyez? Donc, l'idéal, c'est que nous nous retrouvions ensemble, que nous nous mettions ensemble, qu'on aille. En fait, c'est les intérêts qui nous divisent. J'ai envie de dire une bêtise, il faudrait qu'on se retrouve en bloc. Il faudrait qu'on se retrouve en bloc, qu'on forme 2 blocs ou 3 tout au plus. L'idéal est qu'on aille à des entreprises de presse, à des groupes de presse. En fait. Ici, chez vous, vous avez. C'est un groupe de presse ici, par exemple. C'est un groupe de presse. Il y a la radio, il y a la télé. Il nous reste maintenant que vous ajoutez la presse écrite, puisque vous avez la presse en ligne. Donc, c'est ça. C'est ce qui est souhaitable. Et que nous taisons nos égos. Et bon, c'est les intérêts, c'est l'argent qui nous divise. Mais je pense qu'avec la réforme, chacun aura son compte parce que on en reparlera. Je pense qu'il veut mettre des milliards dedans pour pouvoir nous soulager un temps soit peu. Il suffit que chaque journaliste puisse gagner d'ici quelques mois parce que les journalistes souffrent. Ils sont même très nombreux à ne pas, pour le moment, payer des loyers. Hein. Donc, il ne faut pas avoir le... En tout cas, vous êtes mieux placé pour le dire. Hein. Non, les journalistes... Attention, écoute. À ne pas subir le même sort que le fameux journaliste congolais qui a reçu un intervenant en pleine d'émission en direct. Il s'agissait, moi je fais le point, les journalistes sont combien au Bénin à gagner en moyenne 500 000 francs par mois? C'est une très belle question. Vous voyez le problème? 500 000 francs le mois. Combien? Ils sont combien? Et vous allez mettre carburant dans votre véhicule, payer le loyer, la femme, les enfants. L'éducation des enfants, tout ça. Parlons. Les maîtresses. Le matinal, la une va s'afficher. On va s'intéresser à ce titre. On en parlait hier, c'est dans l'actualité, la lutte contre la cybercriminalité. Le matinal en parle ce matin. Le Bénin dans le top 6 Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était encore à la 25e place, si je ne m'abuse. C'est la preuve que oui, la lutte paie. Oui, la lutte paie, la lutte doit payer et nous devons poursuivre la lutte implacable contre les cybercriminels. Vous savez, je salue au passage l'intervention du procureur spécial, du premier responsable de l'OCRC, du porte-parole du gouvernement sur votre chaîne de télévision. J'ai suivi l'émission, c'était très bon, très beau. Le vendredi dernier. Vous savez, mais on nous dit au total maintenant qu'il y a 1200, 1188 cybercriminels en prison. Mais c'est un exploit. C'est un exploit et on ne doit pas baisser la garde. On doit poursuivre. Parce que c'est à force de lutter contre le fléau que le Bénin sera hissé au plan africain, au plan mondial, en matière. Tout ça, là, ça fait partie de la lutte contre la corruption. Bien sûr. La lutte contre la corruption, c'est du banditisme. Et comme vous le disiez hier, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Si votre femme est cybercriminelle, dénoncez-la. Si votre époux est cybercriminel, dénoncez-le. Dénoncez vos patrons. Dénoncez vos parents, vos soeurs. Dénoncez vos amis. Il faut qu'ils soient traqués. Ce phénomène est un phénomène qui gangrène notre société. On aurait bien aimé qu'à l'occasion de la journée internationale de la liberté de presse, que le Bénin se retrouve dans le top 6. Mais qu'on retrouve le Bénin dans le top 6 en ce qui concerne la cybercriminalité, c'est la lutte contre la cybercriminalité. C'est la lutte contre la cybercriminalité. Ça dit qu'on est en 6e position. En ce qui concerne, ça veut dire quand même que le Bénin a été pris en otage par les cybercriminels. Et je pense que c'est l'autorité française, Macron, qui a dû saisir l'État béninois parce qu'on faisait trop, les cybercriminels en faisaient de trop. Et on ne pouvait pas faire, bien sûr, le point des cybercriminels sans citer le Bénin. Et je pense quand même que cette lutte-là, il faut
la poursuivre. Parce que ça salit notre image. Ça ternit l'image du Bénin. Ça ternit l'image du Bénin. Il suffit que tu dises je suis du Bénin et l'image que tu dégages, c'est l'image d'escroc, d'un gaïman. Et ce qui est grave, Ahmed Arekpa et Adrien Tchomakou, est qu'il y a des fonctionnaires qui, arrivés au service, au lieu de travailler, ça donne à cette activité. À cette activité. Des gens qui ont été recrutés dans des sociétés, il s'est fait que le monsieur a recruté un comptable, 2 autres agents aides-comptables, et tous étaient des gaïmans dans la société. Et ils escroquaient les gens, ils utilisaient le Wi-Fi pour faire leur compita là, et puis trouver de l'argent. Et je ne sais pas, on ne peut pas bâtir une société de cette manière-là. Et je pense quand même qu'il faut les traquer, parce que l'argent, ce n'est pas des fruits qu'on cueille sur un arbre et on se permet de faroter avec l'argent il faut souffrir pour gagner de l'argent. Il faut souffrir. Il faut se réveiller tôt le matin. Il faut se réveiller tôt. Il faut se coucher tard. Il faut se coucher tard. Merci, c'est bien dit. Il faut que ça fume. Il faut que ça fume. Donc je pense quand même qu'il va falloir, s'il y a des moyens que le gouvernement puisse amener encore à renforcer davantage, qu'ils s'en fassent davantage et que véritablement qu'on nettoie, le Bénin par rapport à cette situation-là. Vos propos me rappellent en fait des propos que j'ai tenus il y a un peu plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, 2007-2008, au tout début justement de cette pratique au Bénin. Je faisais une émission sur une radio de la place et j'en parlais. Et je sais que juste après l'émission, j'ai reçu un appel de quelqu'un pour me menacer. Pour vous menacer, pour vous dire quoi? Parce qu'à l'époque, on fermait les yeux, justement. Le phénomène démarrait au Bénin, mais les autorités, évidemment, le savaient. Ils fermaient les yeux. Donc j'ai reçu des menaces. Quelqu'un vous appelle pour vous menacer, on va repérer son numéro. 2007-2008. On ira le chercher. On va le chercher. On va finir. Tu sais, il va te faire cette confidence. Faut le dire, parce que nous sommes tous des jeunes. Moi, j'ai eu à cotiser une fille, je l'ai draguée, et la fille m'avait dit qu'elle devrait célébrer son anniversaire. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème et que je vais passer. Que vous êtes un tonton. Donc, j'y étais. Et vous savez, difficilement, j'ai pu avoir 10 000 francs dans une enveloppe. Vous comprenez ce que je dis? Et je lui ai remis. Et pour vous, c'était déjà un gros effort. C'est-à-dire un effort surhumain. 10 000, c'est trop. Vous, avec ces 10 000, c'était pour sécuriser votre place. Hein? Le dossier. Vous savez, quand ils ont débarqué, mais il y a un jeune, je dirais même un petit, un gamin. Si moi, il y a plus de 40 ans, lui, il n'a à peine, il n'a même pas encore 30 ans. Tu sais que le monsieur là a offert une moto d'ailleurs, les tiens de façon là. Avec papier, tout. À cette jeune fille. Et c'est à une étudiante, hein. Avez-vous récupéré votre enveloppe à votre place? J'allais récupérer mon enveloppe. J'avais déjà remis. Il fallait la récupérer. Mais je vous avoue, j'ai toujours le numéro de la fille ici. Je suis le mouvement, puisque le jeune en question, je le connais. Donc, bon, moi, j'ai tout laissé à Dieu. J'ai dit, bon. Non, allez, on parle de choses. Le monsieur est en prison maintenant. Donc, il est en prison. Vous réjouissez de son malheur, en fait. Je ne me réjouis pas de son malheur. Mais j'ai néanmoins appelé la fille pour dire. Pour de ses nouvelles. J'ai appris que ton chéri là est en prison. Elle m'a dit, Azeton, oui. Allez, revenons à Bomé Calavi, très rapidement. La une du quotidien Le Grand Jury, elle va s'afficher. Encombrement de la voie au niveau de l'arrondissement de Togba les jours de marché. Je pense qu'on en avait parlé en temps en plateau avec Laurent Roland Tonéikes. Pierre Gueyon met de l'ordre, un plan d'installation des bonnes dames défini. La police est mise à contribution pour discipliner les usagers indélicats. Oui, je pense que le marché de Togba... C'est bien ce marché, oui, bien sûr. Comme le phénomène qui se passe au niveau de nos marchés au Bénin, lorsque les marchés sont à proximité
des grandes voies, je pense quand même que les femmes ont tendance à venir s'installer. Venir s'installer le long des voies, surtout le jour du marché, pour être les premiers à être en contact avec des clients, notamment ceux qui circulent sur la voie et qui veulent acheter et autres, parce qu'il faut d'abord garer son véhicule, entrer dans le marché qui est à quelques mètres de la voie. Donc, elles veulent être les premières à servir donc, le client. Ça fait que et certaines dames quittent le marché. Si vous voyez le marché de Glodibé, le jour du marché, c'est comme ça que la police est à l'œuvre, est en train de ranger les dames, de dégager le trottoir et tout, et la chaussée et tout. Et je pense quand même que le cas de Togba, pour en parler, vous savez, c'est l'arrondissement est en face du marché. Et je pense quand même que c'est une lutte que le chef d'arrondissement est en train de faire depuis des années, qui n'a pas encore payé. Le marché, les hangars sont délaissés par les dames qui viennent donc occuper la voie publique, mélangée à celles-là qui n'ont même pas de place dans le marché. Ça devient un désordre. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles mettent en danger, leur vie. Un véhicule, un soulard peut déraper avec son véhicule. Je pense quand même qu'il faut que les gens pensent à leur vie, à préserver leur vie. Et si ces personnes-là ne veulent pas préserver leur vie, on va les obliger à préserver leur vie. Et c'est ce que fait donc le maire. Le CA, pardon, Pierre Gueyon. Pierre Gueyon. Et je pense quand même qu'il ne pose pas un acte, comment je vais dire, un acte isolé et qu'il recule. Je pense que cette situation, c'est chaque jour qu'il faut donc veiller à ce que les dames restent à leur place dans le marché pour pouvoir un peu discipliner nos populations par rapport à ce comportement désagréable. D'accord, on va finir maintenant. Adrien Tchomakou, non, je pense qu'on va faire l'impasse. Ce qui se passe en réalité, moi je ne veux même pas parler de Toba. Okay. Parce que tout près à côté, à Glo, à Kassato Glo, mais c'est du désordre. Et moi je pense que le maire Angelo Arwandilou doit très rapidement prendre ses responsabilités. Il n'a qu'à prendre un acte et demander à ce que les marchés déjà construits, que les bonnes dames quittent les voies et aller les occuper. C'est très simple. Écoute, il y a 2 mois, vous avez suivi un véhicule qui a déraillé au niveau du marché de, comment on appelle, d'Akasato là, et a fait 1 mort et 2 blessés graves, ou 2 morts, 1 blessé grave, vous avez suivi? Donc des trucs comme ça, ce n'est pas bien. C'est des pertes en vies humaines. Absolument. Je pense que les autorités doivent agir parce que la police a beaucoup à faire. La police ne peut pas constituer encore des gendarmes derrière les bonnes dames qui font des ventes à la sauvette. Aussi, s'il faut que le procureur fasse tel que le procureur d'Avoumé Calavi fasse tel que son homologue de Ouida l'a fait la fois passée, qu'il le fasse. Vous avez vu à Ouida, comment on appelle, dans le mono, on a pris près de 200 bonnes dames qui vendent à la sauvette, qui sont allées faire 2 semaines en prison. Et quand elles sont revenues, quand on leur dira maintenant d'aller faire vente à la sauvette, mais vous tutoyez la mort. Et vous voulez toujours continuer à soi-disant vous êtes en train de vendre. Grand fait d'actualité, hein, depuis hier, la rencontre entre Éric Rondeté du Parti Les Démocrates, président de cette formation politique, et le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. La presse en parle abondamment ce matin. D'ailleurs, on revient sur le sujet dans l'actu décalé. Mais avant, Maury Agoua, le matinal parle ce matin du Parti des démocrates qui a engagé des formalités quant à la nomination du chef de file de l'opposition, comme le disait le porte-parole du gouvernement la semaine écoulée. Oui, il faut dire que Éric Rondeté a donc défoncé la porte pour pouvoir embrayer sur ce sujet-là, parce s'il faut rester sur place et attendre cette nomination prévue par l'article 8 de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin, selon eux, le chef de file de l'opposition, pour donc le nommer, la décision tarde à venir. Donc il fallait donc ensemble, au regard des questions à poser au chef de l'État, aller donc profiter de l'occasion pour soumettre
au chef de l'État cette question concernant le chef de file de l'opposition. Et puis, Éric Ndoté l'a dit, hein, il n'est pas satisfait de toutes les réponses données. On va revenir sur les détails tout à l'heure dans l'actu des décalés sur la question de la nomination du chef de file de l'opposition. Et donc, comme le dit le matinal ce matin, la Sénat est déjà saisie par le Parti des démocrates. Oui, la formalité est désormais engagée. Il faut d'abord souligner que les démocrates se sont endormis, ils ont mis du temps parce qu'eux-mêmes savent ce qu'ils devraient faire. Et il aurait fallu que Wilfried Léon Houmbedi, porte-parole du gouvernement, leur rappelle ça. Vous savez, quand j'ai suivi par exemple le porte-parole du Parti des démocrates sur OCFM le dimanche, j'ai souri. Vous devez poser des actes pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Il devrait saisir effectivement la Sénat, demander à ce que la Sénat... Selon les informations, la Sénat a été saisie le jeudi. Le porte-parole du gouvernement a fait sa déclaration le jeudi ou le vendredi? Non, c'était le mercredi. Le mercredi, après le Conseil des ministres. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est après le Conseil des ministres, c'est à l'occasion même qu'il a fait cette déclaration. Donc, je salue au passage pour avoir mis les démocrates sur la bonne voie. Aux démocrates. Donc, une fois la Sénat saisie, je pense désormais que la Sénat fera diligence pour que le dossier soit transmis au chef de l'État, parce que nous sommes dans un État de droit et il faut des preuves. Il faut que Patrice Talon ait quelque chose sous la main avant d'agir. Et si vous permettez... C'est une question de procédure. C'est une question de procédure. Et je voudrais, pour finir, remercier le chef de l'État pour son esprit d'ouverture, son esprit... De toute façon, on en reparle dans l'actu décalé. Pour avoir fait appel ou avoir reçu Éric Ndoté en audience. On en reparle dans l'actu décalé. C'est des signes de la vitalité de notre démocratie. Gardez votre mal en patience. La vitalité de notre démocratie. Moriagua, gardez votre mal en patience. Acceptez le recevoir. Adrien Tchomakou, merci. C'est une très bonne chose. Gardez vos mots dans votre gorge. On en reparle dans l'actu décalé. Pour le remarquer une pause.